Toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Très ce bien, on va nouvel pouvoir épisode démarrer. des webinaires SNT. Ce soir, on va parler d'Internet et des réseaux. Donc, juste quelques petits rappels avant de démarrer. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires qui ont déjà eu lieu sur le site de la Dame de Versailles. Donc, juste en tapant webinaire SNT Dame de Versailles, vous pourrez retrouver les présentations qu'on a déjà passées, celles qu'on va présenter ce soir, les vidéos ainsi que les prochains thèmes. Euh, voilà, sur le site, vous retrouverez sur la date de Versailles. Je rappelle aussi voilà, que ces webinaires sont organisés grâce à la participation de ClassCode, de Simplon, de la Fondation C'est Génial et avec le soutien de Google for Education. Je vais maintenant laisser mes deux intervenants de ce soir se présenter et vous dire un petit peu quelques mots sur ce dont ils vont vous parler ce soir. Oui, bonjour à tous. Je commence, c'est ça? Vas-y Benoît. Ouais, ok, bah bonjour à tous. Merci de l'invitation et des moyens techniques mis en œuvre aussi. Pour ma part, je m'appelle Benoît Parrain, je suis enseignant-chercheur à Polytech Nantes, au laboratoire LS2M, c'est un peu marqué sur sur la fiche. Et donc, je vais intervenir sur, effectivement, sur les notions propres au réseau, les notions fondamentales. David. Bonsoir, merci aussi de l'invitation. Donc moi je suis donc David Roche, hein, là aussi tout est marqué. Donc j'enseigne en lycée au lycée Guillaume Fichet en Haute-Savoie. J'enseigne en SNT et en NSI. Et moi, ben je vais un petit peu reprendre ce que va dire Benoît et je vais le mettre en pratique grâce à un logiciel de simulation qui s'appelle Fidus. Donc voilà. Super, merci. Bon, Benoît, je te laisse charger de ta présentation. Et donc juste un petit rappel pour l'organisation. On va avoir deux séances de 20 minutes, donc les deux présentations durent 20 minutes chacune. Vous pouvez noter vos questions, les mettre dans le chat. Je les récupérerai au fur et à mesure, et puis on prendra un petit quart d'heure à la fin pour que vous puissiez poser toutes vos questions aux intervenants. Je leur ferai remonter toutes celles que j'aurais pu noter dans le chat. Benoît, hop, je te laisse la parole. Ok, ah, ça marche et tout. J'espère que vous entendez derrière. Là, par contre, j'ai pas de retour sur la qualité de la voix, mais bon, on va dire que c'est bon. Vous C'est me parfait, prévenez on t'entend. s'il y a moindre souci. Donc oui, l'idée c'est d'introduire un petit peu l'Internet, que j'ai sous-titré le réseau des réseaux, hein, pour déjà rentrer un petit peu dans le vif du sujet, pour parler un peu de l'origine du mot, qui est Internet Working, et qui par définition se veut le réseau des réseaux. Alors, je vais voir sur la slide suivante comment on fait. Ah oui, c'est là. Alors oui, alors mon effet d'animation n'a pas marché parce que c'est un effet, c'est un PDF, donc je voulais cacher le nom de ces deux personnes. Mais du coup, c'est pas caché. Donc voilà, je commence souvent mes cours, mes premiers cours en réseau sur cette question, sur ces deux personnes, et surtout l'idée de passer le message que l'Internet et le web sont deux choses fondamentalement différentes. Donc vous avez à gauche Tim Berners-Lee qui est l'inventeur du web, avec son équipe toujours, hein, et qui n'a pas inventé Internet, et Vinton Cerf à droite, qui a participé à l'invention d'Internet, toujours pareil, c'est toujours une aventure de groupe, hein, mais qui n'a pas inventé le web. Donc il y a une photo assez connue qui était au W3C à l'anniversaire des 20 ans de l'Internet en 94, mais un petit clin d'œil pour séparer la notion d'infrastructure qui est l'Internet et le protocole qui en découle, en l'occurrence l'Internet Protocol, et le web qui est beaucoup plus tard, 20 ans après, en l'occurrence par l'intermédiaire du protocole HTTP, qui a besoin d'Internet. L'inverse, c'est pas fondamentalement vrai. Hein. Internet n'a pas forcément besoin du web pour fonctionner. Donc ça, c'est important déjà d'être bien d'accord sur cette distinction. Euh,
Toujours en introduction, là, aborder les réseaux, c'est toujours un peu compliqué. Ça peut être compliqué, ça peut être aussi très simple dès lors qu'on a quelques repères, notamment sur la notion d'empilement protocolaire et le fait que pour communiquer un message, c'est pas simplement le fait d'une liaison physique entre une source et une destination, on va dire entre une antenne émettrice et une antenne réceptrice. Il y a d'autres participants à une communication évoluée, je dirais. Donc le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, ça me permet aussi d'introduire un certain nombre d'ouvrages de référence là, dans cette introduction, à savoir un très bon bouquin qui s'appelle Réseau d'Andrew Tannenbaum, qui comporte un certain nombre d'éditions. Cette illustration est un peu ancienne, mais elle illustre bien le mécanisme d'interdépendance entre protocoles par cette petite histoire entre le philosophe, le traducteur et le secrétaire. Vous avez deux hôtes ici, un hôte A et un hôte B, reliés par une liaison de communication. Ça peut être du fil, ça peut être de l'air en l'occurrence pour les communications hertziennes, ça peut être de l'eau aussi pour les communications acoustiques sous-marines. C'est pas le propos ici. L'idée, c'est que vous avez deux philosophes, un qui parle anglais et un qui parle français, qui vont pouvoir communiquer au travers de quoi? Au travers de deux traducteurs qui, eux, communiquent dans une langue qui leur est propre, en l'occurrence c'est du hollandais. Tannenbaum vit notamment à Amsterdam. Et derrière, vous avez le module de communication, en l'occurrence là c'est un fax, donc on est sur une illustration assez ancienne, mais les concepts restent les mêmes. Vous allez pouvoir communiquer un message traduit en premier lieu en hollandais vers un modem ici de communication qui va transmettre votre message de manière numérique, de manière analogique. C'est pas la question ici. Là, on est sur vraiment une interdépendance ici en trois couches, d'une communication en un autre A et un autre B. Et si vous mettez en regard les couches entre ces deux autres distants, vous avez des mêmes fonctionnalités. Et au final, une couche qui est la couche supérieure, la couche des philosophes, qui est à l'initiative du message, une communication qui s'effectue de manière correcte. Alors dans la vraie vie des réseaux, c'est plus compliqué que ça, puisqu'il y a c'est plus compliqué que ça, puisqu'il y a 7 couches qui ont chacune une fonction. Hein, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement le modèle OSI pilote cette ingénierie des réseaux. Je ne vais pas évoquer la notion de science, mais d'ingénierie des réseaux, avec à chaque étage une fonctionnalité propre. Pourquoi je démarre ma présentation avec ce modèle OSI? Puisque c'est ce modèle OSI qui doit piloter, à mon sens, l'enseignement des réseaux. Et même l'ingénierie des réseaux, et même quand vous effectuez des recherches sur cette discipline, il est important toujours de se référer à ce modèle-là pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous êtes en présence d'un protocole à appréhender, posez-vous la question à quel niveau je suis. Est-ce que je suis au niveau application? Est-ce que je suis au niveau transport? Est-ce que je suis au niveau réseau? Est-ce que je suis au niveau physique? Ce modèle OSI perdure depuis 40 ans maintenant, voire plus, puisqu'il a été proposé avant la naissance d'Internet, et vous avez un modèle qui perdure encore aujourd'hui, qui est parfois simplifié à 5 couches, à 3 couches, notamment dans le cadre de l'Internet des objets, mais vous avez toujours cet empilement protocolaire qui fait que quand vous partez pas de cette référence-là, il est très compliqué de savoir de quoi on parle. Donc c'est important de revenir là. Je ne vais pas détailler couche par couche, ça nous mènerait trop loin, mais on retrouve un peu des acronymes qu'on rencontre tous les jours, HTTP, HTML, TCP, IPv4 peut-être un peu moins, et puis peut-être quand on descend un petit peu plus bas, c'est un peu plus rare, même la DSL, etc. C'est des acronymes qu'on rencontre tous les jours. Donc chacun a une position, a une fonction, et j'aurais tendance à dire aussi qu'il y a des spécialistes pour chacune des couches, mais ça c'est une autre histoire.
Ce modèle OSI permet aussi d'introduire un concept aussi important, c'est la notion de routage qu'on va revoir un petit peu plus loin. Mais par moment, vous avez des sollicitations d'un sous-ensemble de couches et pas de toutes les couches aussi de ce modèle. C'est le cas notamment du routage, où vous avez potentiellement sollicitation uniquement de la couche 3, qui est la couche réseau, qui est le ciment, j'aurais tendance à dire, de ce modèle. Donc elle est à cet endroit-là. Quand on parle des réseaux, on parle de toutes les couches, mais la couche réseau au sens OSI, elle a vraiment un rôle particulier d'adressage et de routage. On va en parler un peu plus précisément. Mais vous voyez bien qu'on ne mobilise pas toujours les couches en fonction de la fonction qu'on doit faire, et en l'occurrence dans le cadre du routage, qui est le propre d'un opérateur de télécommunication, n'a pas vocation à regarder ce qu'il y a dans l'application, n'a pas vocation à regarder ce qu'il y a dans le message des philosophes, si on prend l'exemple précédent. Donc le plan de cette introduction, hein, je vois que j'ai très peu de temps, donc je pense qu'on va pas pouvoir tout couvrir, mais l'idée c'est que vous partiez avec un contenu déjà minimum, des bagages minimum pour aller après préparer votre cours. Donc la question qu'on peut se poser d'abord, c'est pourquoi enseigner les réseaux? Puis 3 focus, on a encore un peu parlé, l'adressage, le routage et le DNS, qui à mon sens sont les composants essentiels pour que l'Internet fonctionne. Et puis un mot rapide sur Internet des objets qui modifie un petit peu le paysage et les modèles aussi qui sont proposés jusqu'ici. Donc pourquoi enseigner les réseaux? D'une part parce que c'est riche dans les contenus. Vous pouvez amener une animation qui prendrait un peu de temps et qui permettrait d'apporter chacun de ces mots-clés progressivement, mais on voit qu'en piochant un petit peu à droite et à gauche, que ce soit la sécurité, les services multimédia, l'Internet des objets, la virtualisation, l'Internet en soi, on peut parler de réseaux de robots, etc. Il y a un périmètre assez large d'études qui relève à la fois de l'informatique, qui relève par moment du traitement du signal, de la physique, des mathématiques, en parlant de la théorie de l'information. Donc vous avez un carrefour là qui est assez intéressant en matière de discipline. L'autre élément, c'est au niveau des étudiants, des lycéens, voire les plus jeunes, hein, on commence à descendre un petit peu dans les âges, c'est quand même intéressant de savoir d'expliquer les services qu'on utilise tous les jours, qu'est-ce qui se passe quand j'envoie ou je reçois un mail, quand je tape une URL, comment mon réseau Wi-Fi fonctionne in fine, est-ce que mes données sont protégées quand je les mets dans le cloud. Et on peut se poser plein de questions comme ça de notre vie quotidienne, et particulièrement, j'aurais tendance à dire, dans cette période de confinement ou de déconfinement. Une question qu'on peut se poser, est-ce que le réseau est une science? J'aime bien la définition pour ma part de Louis Pouzin, qui est un des pionniers d'Internet, qui est français, il y en a peu, hein, qui parle d'artisanat. Donc je vous réfère à l'émission de La Tête au carré sur France Inter en décembre 2008, qui est retrouvable hein, sur les podcasts de France Inter, qui parle lui donc d'artisanat. Concrètement, c'est une technoscience, hein, comme la physique nucléaire ou la robotique. Je l'ai un peu dit, à la croisée, il y a beaucoup d'informatique, bien évidemment, mais dès que vous allez descendre un peu dans les couches basses, vous allez parler d'électronique, de traitement du signal, de physique aussi, des transmissions, des ondes en particulier. Et puis il y a des maths, hein, toujours un peu, et ça peut être aussi l'objet de faire un peu des maths, notamment avec la théorie des graphes, de la théorie de l'informatique. On rentre un peu sur des choses qui sont plutôt du supérieur, mais il y a des choses que vous pouvez appréhender, notamment par la théorie de Shannon, qui parle du langage. Donc il y a des liaisons aussi même avec le français, enfin, ou la langue anglaise en l'occurrence, dans laquelle s'inscrit cette théorie. Je vais pas, dans la partie, je vais pas parler de dates clés de l'internet. Je vous en ai posté un certain nombre. Je pense que même nos jeunes, je vois ma fille qui est en seconde, aujourd'hui à cette culture, etc. Donc je pense que cette timeline, cette chronologie d'événements, elle est connue d'un certain nombre. Il y a une RFC qui est référence pour ça, la RFC 2235. Alors qu'est-ce qu'une RFC? C'est Request for Comment.
C'est les normes au sens de l'Internet qui sont produites par un organisme qui s'appelle Internet Engineering Task Force, l'IETF, IETF.org. Vous pouvez taper RFC 2235, vous allez avoir l'ensemble des événements qui sont parvenus au cours de la naissance d'Internet, de sa naissance à le premier mail de la reine d'Angleterre ou la première RFC du 1er avril, parce que les ingénieurs réseau aiment bien les facéties du 1er avril. Je vous réfère à cette RFC, n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de choses assez croustillantes. Je rentre plutôt dans les focus je dirais, sur lequel il faut, à mon sens, passer pour comprendre le fonctionnement d'Internet. J'ai parlé de la couche réseau, la couche 3. Alors quand on est familier à OSI, on parle plutôt au niveau du numéro. Donc il y a la couche 7, l'application, la couche 3 réseau. Internet protocole, fondamentalement, c'est certes une infrastructure, mais c'est avant tout un protocole. Et l'IP, comme on l'appelle, déjà qu'il y a 2 versions, porte sur l'adressage. Sa fonction est simple, il y en a 2, l'adressage et le routage. Hein. On imagine très bien, enfin, on fait vite l'analogie avec la fonction de la poste ou d'un organisme postier qui a cette notion d'acheminer les lettres par le biais d'un bon routage et aussi une bonne connaissance de l'adressage. Donc c'est vraiment 2 fonctions qui sont liées, adressage et routage, et c'est les prérogatives de l'Internet Protocol. Alors là aussi, je ne vais pas développer le format de l'adresse. 4OP, c'est pareil par des points, c'est l'adressage numérique, en tout cas en IPv4, c'est référé à une RFC, en l'occurrence la RFC 791, qui stipule un peu ces formats d'entête. On a un exemple d'adresse, de la même manière que vous avez des adresses postales, là vous avez des adresses numériques. Avec la notion de masque, vous pouvez router et vous pouvez identifier l'adresse de réseau dans lequel vous êtes. Donc là, on peut commencer à faire des petites opérations logiques au travers de l'adresse de réseau du masque pour obtenir l'adresse de réseau et vous localiser comme ça au sein d'un réseau de réseaux. Et Internet nous relie tous aujourd'hui au sein de multiples réseaux et de multiples traversées. Alors une notion, un petit message que je porte, souvent on conserve la notion de classe d'adresse dans l'IPv4. Il faut bien savoir que les classes d'adresse n'existent plus depuis la RFC 1918, donc depuis une vingtaine d'années, suite effectivement à une pénurie d'adresses V4. Donc vous avez que 2 catégories d'adresses aujourd'hui, des adresses publiques et des adresses privées. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, 192.168.0.0, est un exemple d'adresse réseau privée. Donc là, vous réglez en partie la problématique de la pénurie d'adresses V4. Donc les classes d'adresses, ne les utilisez plus. C'est historique. On peut en parler dans le cadre de l'histoire de l'Internet, mais aujourd'hui, on n'a plus de ce type d'adresse. Un petit message sur la répartition d'adresses, et aussi pour rebondir un peu sur la pénurie d'adresses. Aujourd'hui, la répartition des adresses IP d'origine, à savoir de la version 4, sont largement sous-optimales et surtout inégales. On a à peu près 50% des adresses qui sont dévolues aux États-Unis, là où l'Internet est né, avec ARPANET, etc. Donc avec des préemptions de grandes entreprises sur un certain nombre de blocs d'adresses. Et derrière les autres régions, on voit un petit peu le circuit des régions européennes. Afrique, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Amérique latine sont, alors l'Amérique du Nord un peu moins, mais Asie-Pacifique et Amérique latine sont passés un petit peu en deuxième vague. D'où l'idée un peu de promouvoir un peu le message
IPv6, alors honnêtement, je ne connais pas le programme si IPv6 est trop programme, mais c'est intéressant aussi de contextualiser, notamment dans le cadre de l'Internet des objets. Donc là, vous êtes sur une taille d'adresse beaucoup plus importante avec 128 bits, contrairement aux 32 bits précédents. Donc vous avez une capacité d'adressage phénoménale, puisque vous avez la possibilité d'adresser chaque mètre carré de la surface terrestre, pour vous donner un ordre de grandeur, y compris les océans, les surfaces arctiques et autres. Alors avec une forme un petit peu moins humaine, puisque vous avez une écriture en format hexadécimal, avec des séparateurs, là, c'est un point, c'est 2 points, et vous avez des mots de 16 bits comme ça qui se succèdent. J'ai déjà passé mon temps. Oui, donc du coup, je vais avoir très peu de temps pour vous exprimer tout ça. Bastien me fait signe que je dois avoir 5 minutes, c'est ça? Donc je vais... Un petit peu plus, mais vas-y, si tu veux. Un petit peu plus. Présente un petit peu tout le focus. On dit 19h, c'est ça? Donc je vais passer un peu vite. Donc sur le routage aussi, c'est quelque chose, encore une fois, l'idée c'est que vous partiez, même si on traite pas toutes les slides, elles sont à peu près faites de manière à ce qu'elles soient utilisables seules. On est sur la deuxième prérogative, c'est le routage. Donc là, aborder le routage, c'est quelque chose d'assez complexe, qui peut être assez complexe. Retenez l'idée, c'est d'avoir une notion de routage dynamique, à savoir que c'est un protocole qui va apprendre de lui-même. On ne parle pas forcément d'intelligence artificielle, mais c'en est une quand même. On peut aussi mettre de l'intelligence artificielle au passage pour ce type de fonction. Mais là, l'idée, c'est vraiment au travers d'une source, de découvrir le réseau de manière à acheminer un paquet d'une source A, parce qu'on parle de paquet dans le cadre de transport Internet, d'une source A à une source B en passant par des sauts multiples. Donc là, au départ, le réseau, il ne connaît rien. Il va apprendre tout seul et les protocoles de routage sont là pour découvrir la topologie du réseau, qu'elle soit filaire, hertzien, elle s'abstrait un petit peu de cette partie physique des choses. Son job au protocole de routage, c'est de trouver le plus court chemin et le chemin qui fonctionne, pour aller d'une source A à une source B avec des participants intermédiaires. On parle de nœuds en l'occurrence pour un réseau. Donc là, c'est potentiellement, on pourra avancer la séparation de routage dynamique avec des routages dits à état de lien, à vecteur distance. Je vais passer cette dimension-là. Petit exercice sur Linux, mais je pense que David, qui vient derrière, aura cette occasion effectivement à illustrer un peu le propos sur la notion d'adressage, sur la notion de routage. Sur des machines Linux, vous avez des possibilités assez intéressantes pour vous référer à ce type d'information. Le Focus 3 DNS, je vais passer très vite, mais c'est juste pour bien dire que si vous n'avez pas de DNS, vous n'avez pas d'Internet. Alors DNS, la vocation, c'est de traduire votre adresse un petit peu rébarbative au format numérique à un format un peu plus accessible pour nous autres humains. Donc derrière une URL www.google.fr ou .cant.fr, vous avez une adresse IP, qu'elle soit V4 ou V6. Donc le DNS a cette prérogative de passer de l'un à l'autre, du langage machine à l'interface homme-machine. Donc je vais pas évoquer la résolution itérative du nom de domaine. Je réfère là à un tutoriel d'Olivier Levien de l'ANSSI qui dispose de cours cyber-édu qui sont riches en contenu et réutilisables à partir de moments, bien évidemment, où vous le citez. Donc ça, c'est un processus itératif qui vous permet de faire correspondre une adresse URL, j'ai mon animation qui marche, à une adresse IP, voilà, qui est en l'occurrence toto.fr, au travers de successivement d'un serveur racine, un serveur point, un serveur .fr et un serveur toto.fr. Donc je passe sur cette partie-là. Donc juste un petit mot pour dire que si le DNS marche pas, Internet ne marche pas.
l'attaque la plus pertinente, ou la plus percutante, on va plutôt dire ça, mais qui illustre un peu et l'importance et la fragilité du DNS. C'est récemment, on est à 4 ans, une attaque de type Denial of Service, DDoS, qui a paralysé le web de la côte est des États-Unis, donc avec le botnet Mirai assez connu. Par le biais de caméras connectées, d'objets connectés, vous avez la possibilité de paralyser un DNS et de paralyser par la même le web. Là. Donc, autre support utilisable qui nous vient de l'ICANN, qui sont les organismes, c'est suite à une question qui m'avait été posée dans le cadre d'une question à un chercheur à l'université de Nantes, qui dirige l'Internet? C'est une question que vous pouvez avoir dans le cadre de vos cours. Là, vous avez des éléments de réponse avec un certain nombre d'organismes qui sont clés. Là, pareil, à piocher ou à utiliser en fonction de. Bon, on est plus sur la normalisation, hein, donc, mais avec une question politique assez intéressante. Dernier élément, et je m'arrêterai là-dessus, sur l'Internet des objets, parce que là, ça fait un lien avec une autre matière, un autre chapitre sur les objets connectés. Il y a le terme Internet, donc ça peut nous interpeller et puis surtout faire un lien avec l'Internet. Il faut savoir que l'Internet des objets nécessite une nouvelle infrastructure informatique. Une dizaine d'années maintenant, le cloud est apparu. On a le fog maintenant qui apparaît. C'est des nuages qui descendent vers ce qu'on appelle les end-devices, les objets connectés. Donc là, l'Internet, au départ, est pas du tout conçu pour ça. Donc on a une continuité d'infrastructures numériques. Ça peut faire peur un petit peu parce qu'il y a un peu d'informatique partout, mais il faut être conscient que c'est la réalité. Avec voilà, des séparations peut-être dans le monde des télécoms qui parlent plus de edge computing et du fog computing qui relève plus de la dimension informatique. Mais ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est pas un mot valise ni marketing, l'Internet des objets, c'est une réalité technique, à savoir que vous avez une infrastructure qui se dessine, qui se nébulise. Guy Pujol parle de nébulisation des réseaux de cette manière-là pour plonger les objets connectés de manière continue dans une infrastructure informatique. La nouvelle donne aussi, c'est l'apparition de nouveaux réseaux avec l'Internet des objets, notamment des réseaux qui sont dits LP1, notamment les réseaux LoRa. Alors si vous voyez mon curseur, ils sont à cet endroit-là. Donc low power avec une grande portée Wide Area Network. Là aussi, c'est une nouvelle donne dans la manière où vous avez des nouveaux protocoles qui utilisent des vieux concepts, ou des concepts anciens, pour être optimisés pour la partie énergétique. Donc là aussi, il y a des nouveaux champs d'études, j'aurais tendance à dire, et de travaux pratiques, tout simplement, aussi sur cette partie-là. Voilà, j'espère avoir pas trop dépassé et une liste de références avec effectivement des labos à venir, notamment Mininet, Smart Computer Lab, et Philus que David va nous faire prendre en main. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Benoît. De rien. Bon, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je pourrais les reposer à la fin à Benoît pour qu'il puisse venir nouveau y répondre. Et puis, on va laisser David. Bonjour David. Commencer sa présentation. Donc tu nous partages ton écran, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Je te laisse la main du coup. Donc moi, je vais vous présenter le logiciel Filius, qui va nous permettre de prendre en main, enfin de mettre en application certaines notions qui ont été développées il y a un instant. Donc on va voir tout ce qui est mise en réseau, tout ce qui est utilisation d'un switch, quelques commandes, utilisation d'un routeur et si on a le temps, la mise en place d'un serveur DNS. Donc comme on n'a pas trop de temps, je vais aller assez vite sur Filius. Enfin, je vais faire les manips assez rapidement. Vous devez savoir que tout ce que je vais vous montrer là, vous pouvez le retrouver sur mon site
Donc je vous laisse les deux adresses. De toute façon, cette slide sera disponible par la suite. Donc on passe à Filius. Il va me rester. Hop. Donc voilà, ça c'est un logiciel qui à l'origine est un logiciel allemand. Si vous allez sur la page du site, tout est en allemand. Un petit coup de Google Traduction et vous allez trouver le bouton qui va vous permettre de le télécharger. Depuis un petit moment, il y a un an c'était pas le cas, mais depuis quelques mois, vous l'avez même en français. Donc c'est pour ça, pour ceux qui iront voir mes vidéos sur mon site verront que il est en anglais, parce qu'à l'époque il existait qu'en anglais et en allemand. Donc là vous l'avez même en français. Donc c'est un logiciel relativement simple à prendre en main. Et il est beaucoup moins puissant que les logiciels de Cisco, des choses comme ça, mais d'un autre côté, pour la SNT et même pour la NSI, hein, s'il y a des profs de NSI, ça suffit largement. Donc on peut mettre des ordinateurs. Donc là, vous voyez, je vais lui donner un nom. Je fais tout ça en direct, hein. Donc je lui donne un nom, je lui donne une adresse IP. Donc je vérifie mon masque de sous-réseau, c'est bon. Ensuite, je vais mettre un deuxième ordinateur que je vais appeler M2. Voilà. Je mets une autre adresse IP. Donc là, évidemment, il faut que, selon le masque de sous-réseau, ma deuxième adresse IP soit compatible avec la première. Donc ensuite, j'ai relie par un câble, tout simplement. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut savoir dans Filius, c'est qu'il y a deux modes. Il y a un mode de construction, là c'est le petit marteau, enfin je pense que c'est un marteau, et vous avez le mode simulation, donc on passe en mode simulation, et une fois que vous êtes dans le mode simulation, vous pouvez en quelque sorte avoir accès aux ordinateurs, donc là j'ai accès à M1, je peux installer des logiciels, donc notamment les lignes de commande. Alors, comme on va le voir tout à l'heure, les commandes, malheureusement, c'est les commandes Windows, c'est pas les commandes Linux. On va voir ça tout de suite. Donc, la première chose, alors, en passant sur les ordinateurs, vous pouvez retrouver leur adresse IP. Donc là, on est bien sur M1 et on va faire un ping. Donc, la commande ping vers M2. Donc, je rentre l'adresse IP de M2. Voilà. Hop. Et là, vous voyez qu'on a bien les réponses et toutes les réponses. Autre commande, et c'est là aussi que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a bien les commandes Windows et pas les commandes Unix, puisque là on peut faire un ipconfig, un ifconfig éventuellement sous Unix, et là on retrouve toutes les informations qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour une utilisation de base. Donc maintenant, que faire si on a un troisième ordinateur? Donc on va appeler M3. On lui donne une adresse IP aussi 1.3. Voilà. J'ai dû faire une petite bêtise. Ah oui. Tac. 1.3. Voilà. Bon, là, évidemment, on ne peut pas les relier comme ça directement. On est obligé de passer par un switch. Donc là, ça vous permet d'introduire le switch. Donc, on prend le câble et on relie les trois ordinateurs au switch. Je repasse en mode simulation. Et là, je vais cette fois-ci pinguer la machine que je viens de rajouter, 192.168.3.1. Non, c'est .1.3 plutôt. Et là, vous pouvez constater, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu tout à l'heure, mais on voit aussi les paquets s'échanger sur les câbles. Donc ça peut vous percevoir un petit peu, c'est plus visuel que uniquement regarder les réponses au ping. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, on peut déplacer
Donc là, on a un réseau local. On va rajouter un deuxième réseau local. Ce deuxième réseau local, il y aura deux ordinateurs dessus, que on va appeler tout simplement M4 et M5. Voilà. Alors, on renseigne l'adresse IP là pour vous montrer qu'on peut très bien avoir d'autres masques de sous-réseau. Alors je sais que les classes n'existent plus, mais bon, j'ai gardé les vieilles habitudes. Même si on n'utilise pas les classes, je respecte un petit peu ce qu'on faisait avec ces classes. Donc là, cette fois-ci, je rentre un masque de sous-réseau de 255.255.0.0 pour M4. Et puis, ben, pour M5, donc pour pas oublier, je modifie tout de suite le masque de sous-réseau. Je vais rentrer 172. Donc là, on est d'accord, il n'y a que les deux premiers octets qui doivent être identiques. Et puis bah là, par exemple, je vais mettre .3.1, puisque les deux derniers octets, c'est les octets qui sont pour la machine. Donc voilà, je relie les deux par un switch. Donc, je mets le câble. Tac, tac. Je passe en mode simulation. J'installe la ligne de commande sur ma machine M4. Voilà. Et là, je vais, si j'ai pas fait de bêtises, je vais essayer de pinguer l'autre machine, la machine M5, puisque je suis sur la machine M4, 172.16.1.3, je ping, et ça marche pas, donc j'ai dû oublier, j'ai dû me planter quelque part. On va regarder, 172.16.3.1, est-ce que je me suis planté dans mon masque? Non. Ah bah oui, je me suis... Attendez. Tac. Ouais, t'as fait 1.3 au lieu de 3.1, juste. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Merci. Donc là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, on a bien les deux machines qui se répondent. Donc, l'intérêt maintenant, ça va être de relier ces deux ces deux réseaux locaux. Donc, on passe en simulation, en construction plutôt, et on va rajouter un routeur. Donc là, pour l'instant, je vais mettre que deux interfaces réseau. Tac, je relie deux, et là, maintenant, il faut que je configure mon routeur. Donc, d'un côté, j'ai un réseau qui est 192.168.1, donc le routeur. Donc, première interface, donc là, vous voyez, ça devient vert, donc on voit exactement ce qu'on fait. 192.168.1.254, donc le masque c'est bon. Et la deuxième interface réseau, donc 172.16.255.254. Et là, j'oublie pas de modifier. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être configuré comme il faut. Et par exemple, de M1, je vais essayer d'atteindre M4. Donc, je reprends M1. M4, c'est bien 172.16.0.1. Alors, non, j'ai oublié un truc. Je reviens tout de suite. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que je renseigne la passerelle, c'est-à-dire en gros, par où il faut est-ce que je sorte si jamais l'adresse IP demandée n'est pas sur mon réseau local. Donc là, il faut que je sorte par 192.168.1.254.
254. Donc ça, c'est pour ce réseau-là. Et pour de l'autre côté, c'est, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite, c'est 255.254. 255.254. Voilà, j'espère que je ne me suis pas planté. On peut relancer. Donc là, je fais un ping. Donc, je vérifie si tout est OK. Donc 172.16.0.1 et je teste. Et là, vous voyez que ça répond et que là, eh ben, j'utilise le routeur pour aller d'un réseau local à un autre. Donc, je peux faire une autre commande qui est pas mal aussi, qui permet aux élèves, après, quand vous ferez le routage, ça permettra de faire autre chose aussi. C'est traceroute. Alors oui, sauf que j'ai oublié de mettre l'adresse IP. Donc, 172.16.0.1. Donc là, je vais tout simplement, alors là, c'est simple parce qu'il y a un seul routeur, évidemment, mais je vais tout simplement voir un petit peu par où je passe pour aller de la machine M1 à la machine M4. Donc voilà. Comme il me reste pas beaucoup de temps, j'accélère un peu. Alors là, je vais vous montrer un réseau un petit peu plus complexe qu'on pourrait presque qualifier de mini Internet. Les fichiers, hein, vous les aurez à disposition aussi sur mon site, donc il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, je pourrais très bien aller de la machine M14 à la machine M7. Donc pour ça, tout est déjà configuré. Je vais essayer déjà de pinguer depuis M14. Je vais déjà essayer de pinguer M7. Donc M7 qui a pour adresse IP 192.168.3.1. Donc 192.168.3.1. On y va. Et on voit que ça fonctionne. Donc là, il y a plein de choses à faire. Je vous donne juste un exemple. On peut faire un trace-route déjà pour voir. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de routeurs à traverser, donc c'est un petit peu plus intéressant que tout à l'heure. Tac. Donc là, on voit que on doit faire un certain nombre de sauts. À chaque fois, c'est tout simplement les adresses IP au niveau des routeurs, à part la dernière qui est la machine de destination. Ce que vous pouvez faire à ce niveau-là pour essayer de faire comprendre un petit peu aux élèves ce qui peut se passer quand on est sur Internet. Je vais simuler, parce que malheureusement, on peut pas, avec Filius, on peut pas simuler une panne de routeur. Alors pour simuler une panne de routeur, donc je vais repasser en mode tac. Pour simuler une panne de routeur, je vais supprimer un câble. Voilà. Je supprime le câble entre le routeur H et le routeur C. Donc si vous avez bien regardé tout à l'heure, on passait par chemin. Donc là, ce chemin-là, il est plus, on ne peut plus le faire. On ne peut plus passer par ce chemin-là. Donc, je réessaye de faire un ping. Alors, ping, je me souviens plus de l'adresse IP. 33.1, 192.168.3.1. Donc, on réessaye de pinguer. Alors, ça marche pas à tous les coups. Je préfère vous prévenir. Voilà. Donc, ah, ça y est. Il a mis du temps, hein. C'est tout simplement pour qu'il réapprenne les nouvelles routes. Vous voyez que les deux premiers, on avait un timeout, c'est-à-dire que ça marchait pas. Là, on peut réessayer, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, ça a été tout simplement le temps mis par les routeurs pour réapprendre les nouveaux chemins grâce à des algorithmes, voilà, etc. Bon, à la limite, c'est même pas mal, ça, si ça vous arrive avec des élèves, on voit que ça met un certain temps à redécouvrir les nouveaux chemins. Et puis, là, on peut faire un trace route 192.168.3.1. Alors, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je crois qu'on avait 5 sauts.
Ben là, regarde, ça va être un peu plus long. On est obligé de passer par un routeur en plus. Et cette fois-ci, on a 6 sauts. Donc ça, c'est vraiment bien pour illustrer que bah, deux paquets ne vont pas forcément passer par le même chemin. Parce que bah, il peut y avoir il peut y avoir une saturation au niveau d'un routeur, il peut y avoir une panne au niveau d'un routeur. Et ça, c'est pas mal pour l'illustrer. Alors, je sais pas si j'ai le temps. Dis-moi, si Bastien, si j'ai le temps de parler des DNS, oui ou non. Oui, vas-y, il te reste Tu me peut-être dis. 5 minutes. Ok, bon, je vais essayer de faire vite. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en place un serveur DNS. Donc là, pareil, hein, c'est un schéma que vous pouvez récupérer sans aucun problème. Là, cette fois-ci, je vais mettre en place un serveur. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les ordinateurs portables, c'est plutôt des clients, et puis les gros ordinateurs comme ça, c'est plutôt ce qu'on utilise pour les serveurs. C'est pas une obligation, hein, mais on peut le faire. Donc celui-là, je vais l'appeler serveur DNS. Tac. Et puis, je vais, au niveau du routeur, je vais rajouter une interface réseau. Donc, je la rajoute ici. Hop. Donc là, maintenant, si vous regardez bien, j'ai 3 interfaces réseau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici rajouter une adresse IP. Enfin, je vais modifier 3.254. Donc là, je me retrouve, vu le masque réseau, je me retrouve bien sur le réseau 192.68.3.0. Hein, c'est ce réseau-là. Je configure mon 3.1 pour mon serveur DNS. Je rajoute la passerelle, donc 192.168 pour lui dire, bah, si tu veux sortir, là il est tout seul sur son réseau, donc il va forcément sortir. Donc 192.168 3.254. Voilà. Je relie les deux avec un câble. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que maintenant, par exemple, M1, je vais lui dire, ben, tu as un serveur DNS à ta disposition, 192.168.3.1. Voilà. Alors, je sais pas, là, il y avait plein de trucs à penser, donc j'espère que j'ai rien oublié. Attendez, je regarde vite fait. Ok. Alors, on va déjà essayer de pinguer le serveur DNS pour voir s'il répond. Donc, alors, pour l'instant, c'est pas vraiment un serveur DNS, hein, c'est un autre ordinateur. Mais c'est juste pour vérifier que je ne me suis pas planté. Voilà, il répond. Donc maintenant, je vais pouvoir configurer mon serveur DNS. Pour ça, pareil, hein, là, vous voyez, serveur DNS. Hop. Alors, il y a plein de configurations et de choses comme ça. Là, je vais faire une seule chose. Hein, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Je vais tout simplement faire un lien, je dirais, entre pour qu'il puisse résoudre cette adresse, ce nom-là. C'est-à-dire que vous voyez que la machine N4 a pour adresse IP 192.168.2.1, donc .2.1, et on va dire qu'elle s'appelle N4. Alors normalement, il faudrait une notation en points pour des domaines, des sous-domaines, etc. Mais là, on va faire simple. Puis même avec vos élèves, vous pouvez faire simple. Donc j'ajoute, là c'est bon. Je démarre mon serveur. Hein, ça montre aussi aux élèves qu'un serveur, c'est avant tout des logiciels installés sur une machine. Et puis ben là, d'ici, maintenant, je peux essayer au lieu de faire un ping et l'adresse IP de N4, je peux carrément faire ping N4. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les petits trucs verts, mais à un moment donné, au tout début, on a interrogé le serveur DNS.
pour savoir quelle était l'adresse IP de M4. Donc voilà, pour moi j'ai terminé. Super, merci beaucoup David. Je vous remets tous. Hop. Tac, sans m'oublier. Bon, très bien. Bah, écoutez, il y a eu plein de questions. On a eu un chat très actif, mais qui s'est auto-répondu lui-même, donc c'était super. Ça a créé du débat et de l'échange sur le chat. Je vais juste repasser. Hop, juste remettre ces petites slides là. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver les contacts de tout le monde, les sites web. Donc encore une fois, hein, tous les contenus, là, tout ce qu'on présente, toutes les slides et les vidéos, vous pourrez les retrouver sur le site de l'Académie. Et puis vous avez aussi là les adresses mail et puis les contacts sur les réseaux sociaux où il y a pas mal de trucs qui se passent. Hein. On présente un petit peu voilà, des activités ou des petits focus de temps en temps. Donc j'ai quand même gardé quelques questions qui n'ont pas été répondues par le chat. Notamment pour peut-être David, il y avait une question sur Filius, savoir s'il y avait une version pour Chromebook. Pas à ma connaissance. Il y a Windows, Linux et sans doute macOS. Enfin, après, il faut regarder sur le site de l'auteur. C'est un logiciel libre, il faut regarder sur le site de l'auteur. Mais la dernière fois que j'y suis allé, je crois avoir vu Linux, Mac et Windows. Okay. Si vous avez des questions hein, sur le chat, vous pouvez encore les poser. On a encore quelques minutes. Il y avait une question aussi qui a été répondue, mais peut-être que tu peux revenir dessus un petit peu, Benoît. C'était sur ce qu'étaient que les masques et les masques sous réseau. Oui, bah c'est une notion qui nous permet de masquer. David en a un peu parlé. Dans une adresse IPv4, il y a une partie dévolue à l'adresse de réseau et une partie dévolue à l'adresse de l'hôte. Donc le masque stipule la séparation entre la portion net ID, qui est la portion haute, et la portion host ID, qui est la portion basse. Donc ça crée une séparation avec que des 1 sur la portion net. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et c'est une notion qui existe aussi en IPv6 de la même manière pour masquer et séparer l'adresse de réseau avec l'adresse d'hôte. C'est comme ça que les routeurs nous permettent de ne pas aller juste sur une machine, mais sur un ensemble de machines. Mais d'ailleurs, sur les IPv6, c'est peut-être une des choses dont on parle aussi assez souvent et régulièrement. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui à faire de l'IPv6 et qu'est-ce que ça change fondamentalement dans le... Des choses. Alors, aujourd'hui, il y a les deux internets qui cohabitent hein, en termes de déclaration de préfixes. IPv6 est un petit peu en dessous d'IPv4, mais les opérateurs, eux, ils fonctionnent principalement en IPv6. Donc, l'opérateur, c'est le backbone Internet, hein, c'est-à-dire l'artère fémorale de l'Internet. Les opérateurs travaillent essentiellement sur l'IPv6. Et après aussi sur la partie plutôt en capillarité sur la partie objets connectés. Là aussi, ça permet d'adresser un grand nombre d'objets au travers d'IPv6. Donc là, il y a toujours cette discussion parce que IPv6, ça a une vingtaine d'années. Hein, c'est un protocole qui est ancien, qui a eu quelques retards du fait de l'adaptation IPv4. Parce qu'il faut bien retenir que IPv6 n'est pas compatible avec IPv4. Donc il faut forcément créer des passerelles entre les deux mondes et entre les deux réseaux. Donc souvent vous avez les deux adressages qui habitent. Mais tous les sites connus sur le web sont joignables en IPv4 et IPv6. Facebook, Google, tous les grands sont joignables en IPv6 de bout en bout si vous avez de l'IPv6 d'installer. Mais oui, c'est la question. C'est un beau protocole par ailleurs qui simplifie un certain nombre de fonctions. Merci. Et David, on te demandait pourquoi tu choisissais de mettre des 254 et pas des 255 sur tes routeurs.
Bah, je sais pas, Benoît, tu vas me répondre, mais à l'époque où j'ai fait mes études info, ben c'était comme ça. L'adresse des routeurs était souvent la dernière adresse adressable. Voilà. Je sais pas si ça se fait encore. Voilà. Ah, je crois que la question c'était sur 255. 255, elle n'est pas attribuable. C'est une adresse spécifique de De broadcast. broadcast. Ouais. Ouais, c'est Et, Je sais et pas. l'adresse dans la, virtuelle. dans la convention, alors ça c'est vraiment les administrateurs qui font un peu ce qu'ils veulent, mais classiquement effectivement c'est l'adresse haute, donc 254 ou .1 aussi qui est retenu pour les routeurs. Mais la 255, c'est-à-dire tous les bits de la portion haute à 1, c'est réservé à l'adresse de broadcast. Donc vous ne pouvez pas l'affecter une adresse de machine spécifique. Ça va être une adresse qui va servir à tout le monde. D'ailleurs là, j'avais bien mis 254 pour un et 254, 254, 255, 254 pour l'autre, parce que justement c'était la dernière adresse adressable. Ok. Et il y avait une question aussi sur les ports, si on pouvait voir les ports, les configurer dans Philips. Je sais pas, là je me suis jamais penché sur la question, je pense pas, je vois pas où. Mais si jamais dans le chat il y a quelqu'un qui peut me dire. Mais moi j'ai pas vu. Alors un truc que j'ai pas fait là, c'est qu'on peut même carrément voir on peut voir les requêtes HTTP, on peut, bon, c'est plutôt pour la partie web, mais on peut descendre à ce niveau-là. Et puis les ports, bon, c'est surtout pour la couche application, et là, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, quoi. Peut-être plutôt dans la partie web, mais quand j'utilise Filius aussi pour la partie web du programme de SNT, ouais, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de HTTP. Ok. Bon, et puis pour revenir sur des questions un petit peu plus générales, d'après vous, est-ce qu'on peut utiliser là ce genre d'outils pour aussi parler un petit peu de la partie sociale, éthique, ouvrir un petit peu le débat, parce que les élèves, peut-être que ce qu'ils vont connaître, voilà, ça va être les fameuses attaques des doses dont a parlé Benoît. On peut peut-être parler aussi de la censure dans certains pays avec le blocage DNS. Est-ce qu'on peut le faire là, par exemple, essayer de simuler voilà, un refus ou des adresses qui existeraient et qui seraient refusées par le DNS et qui bloqueraient certains sites? Ouais, bah, il suffit d'aller trafiquer le DNS là sur le simulateur, et puis vous vous rendez compte que si vous faites je sais pas moi, par exemple google.fr, et ben ça marchera plus. Mais il faudra. Moi, ce que je donne souvent comme exemple à mes élèves, c'est que un jour j'avais eu une panne de DNS de mon fournisseur d'accès, et bah, on avait l'impression que plus rien marchait, mais il suffisait de mettre un autre serveur DNS. J'avais mis le serveur DNS de Google, et tout avait fonctionné d'un coup, quoi. Donc quelquefois quand c'est en panne, c'est pas vraiment en panne, quoi. C'est juste qu'il faut un petit peu ruser et changer de serveur DNS. Là, c'était tout simplement les serveurs DNS de mon fournisseur d'accès qui répondaient plus. Donc on peut en parler de tout ça. Ouais. Puis Benoît, il me semblait que tu avais une activité aussi, toi, que tu proposais sur les réseaux, débrancher, est-ce qu'on... Enfin, brancher, pas débrancher. Oui, oui, alors Ok. nous effectivement, alors Filius c'est intéressant. Moi je connaissais pas, hein, c'est effectivement pour la démo était convaincante de David hein, pour s'initier un petit peu à tous ces protocoles. Il y a une version évoluée qui est GNS3 aussi qui permet un petit peu la même interface, mais effectivement on va peut-être arriver à un niveau de configuration peut-être trop complexe. Nous, on est en école d'ingénieur, donc on les fait maniper plus sur du matériel réellement. Et on aime bien faire du réseau sur les Raspberry, par exemple. Et je pense qu'effectivement, c'est une autre voie de travaux pratiques. Alors, ça suppose un peu de logistique, mais on arrive pour une classe de 24, avoir dans une mallette un ensemble Raspberry, Switch, voilà, et puis la connectique qu'il faut pour remonter comme ça un réseau spontané. Donc ça, c'est effectivement des équipements qu'on a. Après, on a d'autres systèmes, mais là, c'est des salles travaux pratiques dédiées, et pas forcément il y a dans un lycée.
Mais en tout cas, oui, le Raspberry c'est un bon outil pour s'initier. Et là, vous êtes en environnement Linux qui vous permet de simplement faire du réseau. Oui, puis voilà, pour la Donc ça, c'est théorie une de autre base, voie de hein, travaux pratiques. Quoi. j'ai Après, vous mis avez d'autres choses, et d'autres simulateurs, mais peut-être dans un autre cadre. Mais c'est d'autres voies de travaux pratiques, mais j'ai vraiment apprécié la démonstration de David. pour une petite contribution de classe code en débranché, je vous ai mis un lien dans le chat d'une activité justement pour simuler un petit peu un réseau. Donc c'est une activité qui s'appelait le réseau élastique. Et elle a l'avantage de se faire dehors et en même temps de respecter les distances les distanciations sociales, puisque vous devrez être à 2 mètres pour faire votre réseau et le dessiner. Donc ça peut être une petite activité sympa pour montrer un petit peu voilà, les concepts de base, et c'est aussi utilisable pour parler un petit peu de la théorie des graphes dont a parlé Benoît également. Oui, on peut faire du réseau en sport, c'est ça que tu veux faire passer Voilà. comme message. Voilà. Exactement. Bon, je regarde, on est dans les temps, on n'a plus de questions. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, bah, vous remercie encore une fois. Dans les applications, dans la liste des questions de tous les jours, on pourrait rajouter le fonctionnement de l'application Stop Covid, sans lancer de débat là. Je pense que c'est intéressant d'informer les lycéens sur ce qu'est réellement ce type d'application et ce que n'est pas ce type d'application, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent sur cette application. Donc, je pense que ça fait une partie je pense, d'un bon espace pour expliquer le fonctionnement de ce type d'application. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, merci vraiment à vous, encore une fois. Hop. Juste prendre le temps pour rappeler les dates du prochain webinaire SNT, qui portera sur le web, et ce sera le jeudi 16, donc un petit peu plus tôt, 18h-19h, et on a déjà également le webinaire suivant qui est calé, donc ce sera le 23 juin, et ce sera sur la localisation, cartographie et mobilité, et vous avez même déjà le détail de ces webinaires-là qui sont sur le site de la Dame de Versailles, donc avec les intervenants, et puis une partie du programme, et des choses qui seront abordées. Voilà, donc je vous retrouverai, j'espère, le 16 pour ce prochain webinaire. Bonne soirée à tous, et à bientôt.